Bonjour messieurs, je vous appelle pour les comptes d'Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse. Moi c'est Jeremy Kamani, je suis présentement en Europe et j'aimerais discuter un peu avec vous pour essayer de faire ensemble et avoir l'aperçu général sur la situation de la province dans laquelle vous vous trouvez. Bonjour encore. Oui, bonjour, et moi c'est Jean Bosco Kisoke, je suis à Bunia, province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, je suis un des notables dans la province. Merci monsieur le notable. Alors monsieur, pouvons-nous un peu savoir l'état général de la province de l'Ituri? Merci beaucoup. L'état général de la province de l'Ituri, sur le plan sécuritaire, c'est préoccupant parce que vous êtes sans ignorer que ce mois de juillet a été marqué par plusieurs attaques que nous avons connues dans cette province et surtout les territoires. Nous avons le territoire de Njougou, le territoire d'Irumu et aussi le territoire de Mambasa. Voilà les trois territoires qui sont encore trop bouleversés ces derniers temps avec les incursions des groupes armés états locaux ou même un groupe armé étranger qu'on appelle les ADF, les rebelles ougandais qui vous avez appris, venaient à peine la nuit du 26 au 27 juillet, ont sauvagement tué les civils dans la localité ou le centre de commande, juste autour de 15 km aussi de la ville de Bunia. Merci, merci. Par rapport à la situation sécuritaire dont vous venez de soulever, quelle est la version avez-vous contacté l'autorité locale pour essayer d'avoir plus de protection de la population? Comment ça se passe? Bon, d'abord, je voulais revenir en arrière. J'ai relaté ce qui s'est passé la nuit du 6 au 27 juillet. Ça, c'est dans les territoires d'Irumu où les rebelles ADF ont massacré les civils. Mais il y a aussi dans les territoires de Njougou où le 21 juillet, les rebelles miliciens de la Codeco sont arrivés et ils ont tué les civils à Lopa. À Lopa, c'est juste dans la chefferie de Magourou, autour de 30 km au nord de la ville de Bunia. Et puis à quelques kilomètres, ça c'est à Nizi où ils ont tué 17 personnes. Nizi, c'est dans la chefferie de Mambisa, toujours dans les territoires de Jou. Et à Lopa, ce qui a encore aggravé la situation, c'est en plus de la tuerie, ils ont pillé aussi les centres et puis ils ont vraiment profané l'église, les presbytères ou la maison. C'est le bien de la paroisse ont été sauvagement saccagés. C'est ce qui est un peu une situation qui nous a vraiment préoccupé au courant de ce mois de juillet. Alors, revenant maintenant à votre question, quels sont les contacts que nous avons eu à prendre avec les autorités pour se rassurer si la situation c'est comment? Les autorités nous ont rassuré comme quoi elles vont renforcer la situation sécuritaire dans la région parce que, dans les territoires d'Irumu, il y a l'opération Souja, c'est-à-dire les forces conjointes, les militaires FARDC avec les militaires ougandais qui mènent des opérations conjointes là-bas. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que cette situation a échappé au contrôle de toutes les autorités, tant locales, sécuritaires ou administratives. En fait, l'âge est lié. Du moins, nous avons été rassurés comme quoi la sécurité sera renforcée. Et ce que nous allons attendre, c'est l'élément, c'est que les autorités, tant militaires que civiles, nous ont promis, et ça sera réalisé. Et même chose dans les territoires de Djougou, avec ce que j'ai dit, la profanation de la paroisse et puis des tueries que nous avons connues. Tellement que nous sommes dans un état où on appelle l'état de siège. Les autorités nous rassurent que nous devons garder notre main en patience afin que la situation s'améliore et nous attendons aussi réellement d'ici quelques jours qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est ça dans un premier temps ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Merci. Nous avons suivi du côté du gouvernement le commandant de cet axe-là, de commandant qui est en train d'accuser la population que vous êtes complice de votre propos. Quel est votre commentaire? Est-ce que vous, étant
une thèse dans ce sens-là n'est pas non plus à rejeter parce que les rebelles, comme ils œuvrent dans la brousse, possible qu'il y ait des personnes qui les auraient même aperçus et qui n'ont pas les dénoncé. Mais aussi, il y a eu des alertes qui ont circulé comme quoi on était à tête des personnes suspectes. Alors, comme nous vivons un peu dans un système où il y a une guerre asymétrique, comme les autorités nous ont toujours dit, nous allons continuer à nous mobiliser pour connaître si réellement il y a des complices. Mais aussi, et très souvent, quand les civils dénoncent, il faudrait que les mêmes autorités, tant militaires ou civiles, prennent aussi ces alertes-là en considération. Et c'est un peu ça que je pourrais dire. Et nous attendons les fruits des enquêtes que les mêmes autorités ont promis, afin que nous puissions vraiment connaître s'il y a eu vraiment complicité au niveau de la communauté locale ou pas. Nous avons entendu qu'il y a des confrontations entre les CRP et les CONICO. Est-ce que nous pouvons dire à ce jour qu'il y a un... Bon, mais merci. Comme vous parlez de la CRP, tel que nous connaissons, la CRP, c'est Convention pour la Révolution Populaire. C'est un mouvement rebelle qui prétend défendre la cause de l'Ituri. C'est une cause ou un mouvement qui voudrait se rebeller contre l'État. Bon, la CODECO aussi, comme coopérative de développement du Congo, c'est aussi un mouvement. Et notre alors dire qu'il y a un conflit tribal, là, je pense que je ne saurais pas vraiment me situer parce que la CRP, c'est un conglomérat qui prend les Ituriens en général et les Ituriens qui voudraient se rebeller par rapport au régime. Et la CODECO aussi a ses revendications. Pour entrer dans un jeu et entrer dans un contexte purement tribal, moi je pense que c'est un peu trop... Je voudrais trop me réserver par rapport à ça parce que les connotations tribales par rapport à... Comme je l'ai dit, CRP, c'est un mouvement rebelle, et puis la CODECO aussi, c'est un mouvement rebelle. Notre mouvement rebelle, bien sûr, le CODECO, le mouvement rebelle, a connotation vraiment tribale. Bon, par rapport à la CRP, je pense que c'est peut-être très compliqué que je vous réponde de manière un peu précise par rapport à cette question. Alors, nous pouvons comprendre qu'il y a plus un problème politique qu'un problème. Bon, il faudrait vraiment bien approfondir la question de l'Ituri. Ça ne date pas d'aujourd'hui, des années 99 jusqu'en 2003, ça s'est calmé. Il y a eu la force Artemis qui était arrivée ici avec le concours de la communauté internationale. Les gens se sont quand même donnés pour que la paix. Mais malheureusement, les choses pourront encore reprendre en décembre 2017. Alors, le contexte de ce qui se passe en Ituri, c'est plus politique que tribal, comme vous voudrez le dire. Parce que s'il faudrait maintenant peut-être parler, il y a des faits qu'il faut vraiment anticiper 2017. Alors, dans l'ensemble, comme les gens l'ont toujours dit à travers plusieurs séances de dialogue ou de pourparlers, les gens donnent d'abord la première cause comme quoi il y a faiblesse de l'autorité de l'État. Et quand on doit dire faiblesse de l'autorité de l'État, je pense que là, les communautés, même s'il y a présenté de la communauté, mais ça vient d'abord après, parce que c'est d'abord l'État qui a le monopole d'étouffer ou de réprimer toutes les déviations que nous pouvons connaître. C'est comme ça que vraiment le contexte de ce qui se passe en Ituri, c'est plus politique que, comme vous dites, pas. Merci. Est-ce que vous, étant les notables de la communauté, avez-vous initié des réunions au niveau des communautés? Avez-vous aussi initié toutes les communautés ou bien les délégations des communautés? Avez-vous initié des rencontres au niveau étatique? Si oui, quels sont les résultats au niveau de la base comme au niveau Bon, merci beaucoup. Au niveau de la communauté, je prends l'exemple, par exemple, de la structure qu'on appelle INADI. L'INADI, c'est l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Une plateforme qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri. Il y a une plateforme qui existe. Et puis, initier des rencontres, oui, plusieurs fois, les rencontres se tiennent dans le sens de sensibiliser les communautés avec les égarés de quelques communautés ne puissent pas entrer dans ce jeu-là en tel pas. Mais comme je l'ai dit, le contexte de l'Ituri,
touristes un peu complexe, parce qu'il y a aussi question de ce qu'on peut résoudre sur des niveau national, il y a question régionale, il y a question internationale, il y a beaucoup de pays. Ça fait assez qu'il y a trop de confusion où on ne maîtrise pas assez au niveau des limites pour trouver les solutions. Je donne un exemple par exemple. Quand il y a de ces jeunes gens qui doivent se faire recruter pour entrer dans un groupe par rapport au chômage, il est désœuvré. Bon, la communauté n'a rien à faire par rapport à comment est-ce qu'on peut limiter ce genre de risques. C'est au gouvernement peut-être de créer l'emploi afin qu'on puisse occuper les personnes qui sont désœuvrées. Je pense que là, vous me comprenez. La communauté fait son travail à son niveau, mais aussi il faudrait que l'État arrive vraiment à accompagner tout ce que la communauté fait. Je donne encore un autre exemple. Il y a de ces groupes armés qui sont ici, qui sont prêts à déposer les armes, mais malheureusement, il y a un programme du gouvernement, le programme de PDDSS, programme de développement, récession, développement communautaire, qui n'est pas toujours bien animé ou bien encadré. C'est ce de ces miliciens qui peuvent avoir la bonne volonté, mais voyant qu'une fois il dépose son arme et qu'il rentre dans la communauté, il n'a rien. Il est encore tenté de revenir toujours dans cette activité criminelle-là. Voilà un peu, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que le gouvernement arrive à donner vraiment des moyens pour accompagner tous les programmes qu'il a toujours mis en place pour arriver à mettre la paix dans la région. Et aussi, les communautés qui est parce que il faudrait que les gouvernements, avec tous ces partenaires, prend l'exemple des militaires ougandais ici et même la MONUSCO, arrivent à imposer d'abord la paix par les forces, à contraindre les miliciens à déposer d'abord les armes. Une fois les miliciens sont contraints, sont vraiment sous pression, carrément là, la communauté aura vraiment une force pour aborder certains de ces sujets qui se sont un peu égarés pour parler, parce que de l'autre côté, ils sont en train d'être frappés. Et là, la communauté peut aussi renforcer les séances de sensibilisation pour que les miliciens comprennent vraiment qu'ils doivent abandonner. Et il y a toujours des programmes qui sont là, qui ne sont pas vraiment appuyés. Ça pose toujours un problème. Les miliciens sont toujours tentés à rentrer dans les habitudes criminelles, comme je l'ai dit. Bien, le gouvernement, le programme du gouvernement n'est pas accompagné. Le programme traîne toujours de se matérialiser sur le terrain. Les programmes de PDDSS, programme de démobilisation, réinsertion, relèvement communautaire, je pense que là, vous avez quand même une idée. Oui, mais est-ce qu'à votre niveau, vous avez des informations selon lesquelles le gouvernement aurait déjà financé ces projets ou bien c'est un projet qui n'a jamais été financé? Bon, je ne travaille pas dans ce programme-là, néanmoins, mais référant de la toute dernière déclaration que les miliciens, quand ils se sont rencontrés dans le territoire d'Aarou, fin juin, il y a eu un dialogue entre les miliciens auquel on a associé aussi d'autres leaders communautaires. Dans les recommandations, c'était sorti aussi qu'on puisse même, ce qui nous a un peu surpris, qu'on puisse maintenant animateurs, voilà, c'est là où nous on comprend qu'à un certain niveau, les programmes encore posent problème. Les miliciens ont demandé qu'on puisse changer ces animateurs et qu'on mette encore d'autres animateurs. Il n'y a pas au moins une année, le numéro 1 de ces programmes ici à Ituri a été suspendu, il était en prison. Et bon, on n'a jamais eu à nommer encore un autre dirigeant à la tête de ce programme. Donc on est là en train de faire à des intérimaires qui ne maîtrisent pas encore les rois, tout ça. Alors c'est toujours un problème où il faudrait que Kinshasa arrive vraiment à trouver solution. Et partant, que les miliciens eux-mêmes ont fait sortir lors de leur échange et dialogue qui s'est passé dans des toits d'Arou, au nord toujours de la ville de Bougnesi. Quelle est la réaction? On a beaucoup appris de la population que les Ougandais, ils sont présents, ils opèrent ensemble avec les FARDC. Mais est-ce que l'Ouganda est un atout majeur pour le moment dans la situation où l'Ouganda est aussi parmi les gens qui sécurisent la province? Bon, l'Ouganda, dire que l'Ouganda sécurise la province, c'est trop fort parce que l'Ouganda est arrivé sur invitation du gouvernement congolais. Ce sont des partenaires. Je crois
toute la hiérarchie sécuritaire au niveau du pays doit avoir pesé, jugé, analysé avant qu'on puisse quand même conclure un accord de partenariat militaire ou je ne sais pas si c'est quel genre d'accord, mais je sais qu'ils sont dans ce qu'on appelle mutualisation des forces. Et dernièrement, il y a eu un accord qui a été signé à Kinshasa où on a renouvelé encore les mandats parce que très souvent ils ont toujours évalué cet accord-là. Et dernièrement, ici, au mois de juin à Kinshasa, il y a eu signé des protocoles d'accord entre l'Ouganda et Kinshasa. C'est pour dire que jusqu'à présent, Kinshasa et l'Ouganda demeurent un partenaire pour l'accompagner afin que la sécurité revienne dans l'Est et surtout pour nous, ce qui nous concerne, c'est surtout le problème de l'Ituri. Je pense que c'est un peu ça ce que je pourrais dire par rapport à votre question. De la part de la population qui disent que l'état de siège a encore envenimé la situation sécuritaire. Notamment, il y avait peu de groupes armés avant l'état de siège. L'état de siège est totalement, quelque part, les gens disent un échec puisqu'il y a eu beaucoup de groupes armés, trop d'insécurité. Vous venez de signifier presque aujourd'hui. Nous sommes en train de parler à l'espace des mois, on a presque 144 victimes, beaucoup de déplacés. L'insécurité, elle semble généralisée. Que pensez-vous de cette version-là? Est-ce vrai que l'état de siège a augmenté l'insécurité ou bien elle a répondu à la question sécuritaire? Bon, répondre à cette question, c'est purement une affaire selon le jugement de tout un chacun. Et je vois vraiment par rapport à ça, c'est purement une question où il faudrait que le gouvernement puisse d'abord réévaluer tout ce qu'il a toujours fait comme évaluation de l'état de siège. Je crois nous sommes en 2023, si je ne me trompe pas. Il y a eu une table ronde où les Ituriens se sont prononcés par rapport à ça. Je pense qu'il pourrait y avoir... Quelle a été la version des Ituriens par rapport à ça? Quand il y a eu évaluation de l'état de siège par rapport aux Ituriens. Bon, je pense que vous pourriez faire votre recherche et vous aurez un peu la réponse par rapport à ça. C'est ce que je vous dis, que les Ituriens se sont plaints. Ils ont dit que l'état de siège était un échec. Et à cause de l'état de siège, il y a beaucoup de déplacés internes, il y a trop de milices et tout ça. Et vous, les notables, vous avez pu noter cela comme c'est une plainte de la population. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez dit, mais je dis que c'est la population qui l'a dit. Est-ce que vous aussi, vous avez fait comprendre ça à la hiérarchie, que l'état de siège était un échec, elle n'apportait pas solution au problème? Alors, il y avait trois options à l'époque. Soit il fallait lever l'état de siège, soit il fallait requalifier, ou soit il fallait, je ne sais pas s'il y avait encore une autre formule là, comment est-ce qu'on pourrait demander. Alors, tel que les gens avaient demandé à l'époque, la majorité avait opté à donner les résultats escomptés. Je pense que c'est ça la synthèse que je pourrais dire par rapport à ça. Non, on n'a pas bien compris ça un peu. La synthèse des résolutions qui ont été données à l'époque, c'était qu'on arrive soit à lever ou à requalifier. Ok. Y a-t-il eu des améliorations à ce jour? Amélioration, vous savez que en Ituri, ce que nous vivons, ça dépend de l'appréciation de chacun. Ceux qui sont dans voient l'état de siège comme un régime qui a fait beaucoup de développement, beaucoup d'améliorations sur les plans de développement. Mais à l'intérieur, les gens continuent à vivre l'insécurité. Et dès lors que les gens voient plus, puis d'abord par rapport au développement, ils voient plus d'abord la sécurité par rapport au développement. C'est comme ça que dans l'ensemble, l'opinion trouve que l'état de siège n'arrive pas toujours à mettre fin à tout ce que nous connaissons. Et c'est comme ça que dans l'ensemble, l'opinion voudra que soit on requalifie l'état de siège ou bien carrément on pourrait élever aussi l'état de siège. Merci. Donc on comprend puisque l'objectif de l'état de siège, ce n'était pas faire des projets de développement. L'état de siège avait pour objectif de réduire la capacité de nuisance à mener des groupes d'armés. Oui, des groupes d'armés à mener une bonne sécurité. Alors si l'état de siège, au lieu de se focaliser sur ce qui lui était principal,
il se retrouve dans les projets de développement, c'est que l'état de siège a failli. Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est la réalité de ce que les Autouriens ont dit. Bien sûr. Allô? Oui, oui. J'écoute. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ma question? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur le plan de l'objectif même de l'état de siège, réduire les capacités de nuisance des groupes armés, anéantir complètement la présence des groupes armés, oui, là la population doit avoir raison de dire que l'état de siège n'a pas donné les raisons escomptées. Mais sur le plan de développement, nous voyons quelques réalisations de développement dans la ville. Mais sur le plan dans l'ensemble et au niveau de l'Ituri, tellement qu'il y a trop de morts que nous continuons à comptabiliser, comme nous avons dit, on a profané l'église, on a tué les gens directement à commande. Dans l'ensemble, les gens trouvent que sur les plans sécuritaires, l'état de siège n'arrive pas toujours à donner solution aux problèmes que nous connaissons ici en Ituri. Et si vous devez passer un message au niveau national, quel sera le message que vous devez passer pour le compte de la province de l'Ituri? Voilà, merci. Je voudrais d'abord dire que ce qu'il y a comme problème, c'est la manière dont la province de l'Ituri est traitée est différente des autres provinces de l'Est. Et je prends le nord Kivu et le sud Kivu. Vous verrez, très souvent, quand il y a quelque chose qui arrive en Ituri, c'est moins médiatisé par rapport à ce qui se passe soit au nord Kivu. Je ne sais pas si vous êtes un peu, vous avez fait un constat avec nous. Nous avons connu des coronats. Allô? Tu vois, il y a des morts d'hommes. Oui. Il y a des morts d'hommes, mais vous sentez que des mots de compassion, toujours pas de la hiérarchie au niveau de Kinshasa, contrairement à d'autres provinces où, surtout le Nord Kivu, nous tous, nous sommes à l'Est, mais ce qui se passe à l'Est, surtout, touche une des causes de plaigner comme quoi il aurait fait beaucoup de rapports à Kinshasa qu'on puisse augmenter le nombre de militaires, mais les militaires sont toujours moins nombreux. Ça aussi, c'est tout un problème. Donc, la manière dont ce qui se passe en Ituri est différent de ce qui se passe au nord. Ça, c'est le gouverneur qui se plaint de vouloir demander l'effectif, mais il n'a pas d'effectif. Une fois, oui, une fois, il s'est plaint, il y a une vidéo, nous l'avons suivi, il s'est plaint comme quoi il a une fois, plusieurs fois demandé l'effectif des militaires qu'on augmente pour lui l'effectif militaire en Ituri, mais la réponse n'était pas toujours arrivée. Ça, il a eu à dire ou à dénoncer une fois. C'est-à-dire, il y a une manière, quelque chose qu'on pourrait voir sous forme de discrimination. Toutes les provinces de l'Est, je n'ai pas vu avec notre province de l'Ituri ici. Ça, c'est aussi un problème. Donc, sur l'Ituri, de la même manière qu'on de se soucier des autres provinces de l'Est. Alors là, il faudrait que le gouvernement... Par rapport à ça, je voudrais demander pour plus de renforcer l'effectif militaire dans la région. Renforcer l'effectif militaire dans la région et puis suivre l'esprit de l'accord de forces mutualisées. Dernièrement, au mois de juin, les chefs d'état-major ougandais avec celui du Congo ont signé les protocoles d'accord comme quoi on doit étendre l'opération FARDC UPDF dans tous les territoires de l'Ituri. Mais jusque-là, ça traîne. C'est ce qui fait la sécurité d'entrer toujours. Le taux de sécurité ne fait qu'augmenter. Il faudrait que les militaires FARDC UPDF se déploient dans tous les territoires de l'Ituri et surtout on passe à Irumu afin qu'on puisse quand même arriver à anéantir la capacité de nuisance des groupes armés qui nous endettent dans cette province ici. Si je ne me trompe pas, il y a Farage est de Haute-Ouélé, ce n'est pas que l'aéroport de Fataki est totalement occupé par les Ougandais et personne ne peut l'approcher. Est-ce que nous pouvons dire que la province de l'Ituri est devenue un territoire qui est partagé entre l'Ouganda et la RDC? Il y a des endroits où les Congolais et l'armée congolaise ne peuvent pas mettre ses pieds. Je n'ai pas encore cette information. Il vous me donnez une information, je vais voir comment faire. Parce que le territoire de Mahagi, c'est encore loin du territoire de Njouk. Vous avez parlé de Fataki. Fataki, c'est à quelques kilomètres de la ville de Pougnesi. Mais Mahagi, c'est encore trop loin. C'est une information que vous me donnez. Je dois voir comment vérifier l'information et prochainement, peut-être, vous aurez
des détails. Mais tellement que c'est au niveau de la frontière, c'est au niveau de la frontière, comme très souvent les militaires ougandais entrent par là pour venir à Fataki et Boule, ça va encore continuer à fouiller pour connaître les détails. Merci, monsieur, pour avoir accepté de parler à Analysons Congo. Nous disons merci pour votre temps et surtout merci pour toutes les informations que vous nous avez fournies. Merci. C'est à moi de vous remercier, oui. Merci.